d'être là pour le troisième webinaire de l'Orange Fab France. Donc l'Orange Fab France, c'est l'accélérateur de start-up d'Orange. On vient d'accueillir notre septième saison avec donc, des startups très diverses. Et aujourd'hui, donc on laisse la parole à Sylvia Carter, notre mentor dédié à l'international et à l'export et qui va vous expliquer comment le digital peut aider justement votre startup à s'internationaliser. Je laisse la parole à Sylvia et bon webinaire. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Juste un petit réglage et donc bienvenue à ce webinaire. Oui, je m'appelle Sylvia Carter et j'ai créé Tout Web dans Tout Web. C'est une société de excusez-moi. Donc une société de conseil et de services dans le développement à l'international. Tout Web donc accompagne les entreprises, PME et TPE dans leur développement à l'export, dans les phases en amont, c'est-à-dire dans les phases de réflexion, de formulation des stratégies d'internationalisation, mais également dans l'opérationnel, c'est-à-dire dans le déploiement des plans d'action au quotidien et dans la gestion des projets export. On intervient avec des formules de faux services ou plutôt plus ponctuelles selon les besoins de nos clients. Et je vous ai mis quelques références de clients aussi, des partenaires, évidemment l'Orange Fab France, et j'en profite pour vous inviter au Salon des entrepreneurs le 7 février, en fin d'après-midi. On a organisé avec Erol le pré-lancement d'un livre qui est les fiches outils du marketing pour les startups. Et je vous invite pourquoi, c'est pas pour le livre, c'est pour en fait un tirage au sort. On va offrir quelques copies aux gagnants. Et donc je pense que c'est une bonne occasion pour profiter de ce bouquin, mais également pour se rencontrer de visu de personnes. Donc, voilà pour tout web. Et on démarre les webinaires. Ce webinaire est organisé en deux parties. La première partie concerne notamment la préparation à l'international et on va voir une méthodologie qu'on a développée chez Tout Web sur donc, comment structurer cette internationalisation de votre activité avec le digital. Et la deuxième partie, c'est plus dans le concret quelques actions, quelques astuces pour être opérationnel et augmenter l'efficacité de vos actions dans le digital à l'international. Alors, le contexte, le contexte, c'est que ce soit une TPE, une start-up, une PME, c'est que vous avez donc, démarré votre activité, votre entreprise, et évidemment, vous avez déjà une présence sur Internet avec un site Internet, que ce soit un site vitrine, un site e-commerce, vous avez un blog, etc. Et vous avez aussi investi un temps ou un argent pour gagner de la visibilité sur les moteurs de recherche, vous êtes bien référencé, donc vous sortez dans les premières pages de Google. Et dans votre démarche de croissance, évidemment, vous cherchez des nouveaux relais. Évidemment, l'international, un nouveau marché, un nouveau pays, c'est un relais de croissance important. Mais alors, dans le digital, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut faire? Est-ce que le contenu de votre site internet en français, vous allez le traduire? Est-ce que la traduction en anglais est suffisante ou est-ce qu'il faut prévoir plusieurs langues? Et ensuite, les traductions, en fait, comment je vais rajouter ces traductions, ce contenu dans mon site internet? Et encore, si vous avez une activité de e-commerce, comment je vais pouvoir assurer les paiements des clients éloignés qui utilisent peut-être des moyens qui sont différents des moyens que j'ai déjà prévus et installés en mon site internet? Et les aspects liés à la culture, est-ce que mon concept, mon nom, ma marque, elle est bien adaptée à un nouveau pays, à de nouveaux consommateurs, ou est-ce que, comme il a fait covoiturage.fr, j'aurais besoin de changer mon nom en Blablacar pour être plus efficace sur les marchés
internationaux. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, qu'on se pose déjà de manière spontanée, hein, une fois qu'on a pris la décision de s'internationaliser. Et on va donc essayer de fournir quelques réponses. Et avant de démarrer, de vous expliquer cette méthodologie en 6 étapes, un petit rappel sur ce qui sont les bénéfices de l'international, notamment avec le digital. Donc, le premier, c'est que votre croissance, elle est incrémentale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le digital, comme vous avez déjà investi peut-être dans des actions de web marketing ou de publicité, de AdWords, etc., vous risquez, en restant dans le même marché, vous risquez de toucher toujours les mêmes clients, les mêmes prospects. Alors que si le même budget, le même investissement est destiné à un nouveau marché, et bien là, vous touchez une cible, des prospects 100% nouveaux et que vous n'avez jamais touché auparavant. Deuxième bénéfice, c'est la scalabilité. Vous allez scaler peut-être plus vite parce que vous avez un marché qui s'élargit et ça permet, en fait, si votre présence Internet à l'international est qualitative, de donner de la rassurance, de la crédibilité à des prospects, à des clients qui peut-être vous connaissent pas encore ou vous connaissent pas bien. Et un troisième bénéfice qui est aussi important, c'est le coût d'acquisition et la durée de vie d'un prospect, d'un client qui peut changer d'un pays à l'autre, d'un marché à un autre, et qui peut équilibrer ce que vous avez déjà sur votre marché. Donc, voici un petit peu ce qui sont les bénéfices. Et là, maintenant, on commence donc cette méthodologie. Je vais vous expliquer donc les 6 étapes que nous avons développées dans cette internationalisation. Alors, la première étape, c'est de évaluer votre potentiel dans le digital sur un périmètre international. Et donc, dans cette première étape, la première chose à faire, c'est de faire un petit diagnostic, alors juste une liste de tout ce qui sont vos actifs numériques. Donc, vous avez un site, vous avez un blog, peut-être vous avez aussi des newsletters, vous avez des médias sociaux, etc. Il faut faire toute une liste assez complète et préciser les axes, les actifs qui sont les plus stratégiques à l'international et qu'il faut vraiment prioriser par rapport à d'autres. Parce que internationaliser tout au même moment, c'est lourd. Donc il faut prioriser sur la base de ce que vous avez et de ce que vous considérez être les plus efficaces dans le développement de votre activité. Une deuxième chose qu'on va faire dans cette première étape, c'est de aussi estimer un petit peu les cibles géographiques selon votre modèle économique. Donc, il y a des modèles économiques qui sont peut-être plus pertinents sur certains marchés plutôt que d'autres. Ou alors, votre modèle économique il peut être adapté à un marché que selon vous est sûrement la priorité pour votre activité. Donc, le modèle économique, ça rentre dans votre réflexion pour sélectionner donc des marchés à prioriser. Un autre élément à prendre en considération dans cette estimation du périmètre géographique, c'est les partenaires ou les filiales peut-être que vous avez déjà ouverts à l'international. Peut-être que vous avez déjà des distributeurs, des revendeurs, vous avez des partenaires dans d'autres pays. Ben ça, c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre développement à l'international dans le digital. Même si c'est pas digital, un distributeur, un importateur, c'est pas vraiment du digital, c'est plutôt physique. Mais peu importe, c'est quand même un support local qui va pouvoir être utile dans votre expansion à l'international. Et d'autres éléments concernent plutôt les aspects culturels, la proximité, les questions liées aux devises, etc.
Donc tout ça pour estimer, pour essayer de trouver déjà la cible géographique de votre projet d'internationalisation digitale. Alors, toujours dans cette première étape, pour estimer votre potentiel dans le digital, il y a des outils de Google, donc totalement gratuits. Le premier, c'est évidemment Analytics, pour ceux qui ont déjà installé Analytics sur le site internet. Et ben, Analytics, il vous donne la possibilité d'avoir pas mal d'informations déjà liées à la typologie de vos visiteurs répétés ou uniques, d'où ils viennent en termes vraiment de pays, quelle est leur langue, quels sont les mots-clés qu'ils cherchent, quelles sont les pages qu'ils viennent consulter sur votre site. Ça, c'est des informations qui sont assez intéressantes à regarder dans un premier temps, qui peuvent vous donner des indications sur les pays et les marchés qui sont probablement plus réceptifs à votre activité. Un autre outil, toujours de Google, donc, gratuit, c'est la Search Console. La Search Console, ça donne un petit peu la même typologie de Analytics. Donc, si pour les gens qui n'ont pas installé Analytics parce qu'ils n'ont pas fait encore des campagnes AdWords ou pour d'autres raisons, eh ben, la Google Console peut effectivement apporter déjà un petit peu d'informations toujours sur l'origine des visiteurs qui sont étrangers, sur les mots-clés utilisés. Et surtout, la Google Search est très utile pour voir un petit peu le comportement de votre site en termes de résultats sur les moteurs de recherche, notamment sur Google, évidemment. Voilà. Un autre outil, toujours de notre ami Google, et qui est aussi assez utile, c'est le Keyword Planner. Là, vous avez besoin de rien, en fait, il faut juste utiliser les Keyword Planner pour regarder, voilà, ça c'est un exemple, par mots-clés, donc par mots-clés sur le pays qui vous intéresse et dans la langue qui vous intéresse, concernée, combien de recherches il y a sur ce mot-clé. Donc, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne effectivement la possibilité de dire pour un produit, par exemple, que vous revendez, que vous distribuez, ça vous permet de voir combien de gens ont cherché ce produit dans leur pays et dans leur langue. Donc, en changeant les paramètres de Keyword Planner, vous sélectionnez le pays et la langue, vous cherchez par mots-clés dans la langue du pays et vous avez les résultats des recherches exactes sur ce mot-clé dans ce pays et dans cette langue. Là, c'est un exemple sur le mot crêpière. C'est un produit très recherché en France, évidemment. Si un de mes clients, effectivement, il a l'opportunité de s'internationaliser, il a étudié un petit peu sur quel marché ce produit aurait plus de potentiel. On a regardé en Grande-Bretagne et en anglais, sur les mots-clés en anglais, et ça, il y a presque pas de recherche, alors qu'en Espagne, même exercice, on a changé donc sur l'Espagne en espagnol avec les mots-clés en question, et on a des recherches qui sont beaucoup plus intéressantes, presque 10 fois celles qu'on a trouvées en Grande-Bretagne. Donc ça, on peut s'amuser à le faire hein, pour tous les pays qui peuvent intéresser votre activité. Et encore une fois, c'est mis à disposition par Google gratuitement. Donc, pourquoi passer du temps avec ça? C'est évidemment de se concentrer, se focaliser sur des pays, des marchés qui font du sens pour votre activité, sans aller ou disperser sur des pays qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous proposez. Alors, une autre chose, hein, donc toujours dans cette première étape, c'est de regarder un petit peu vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y en a beaucoup sur ce marché auquel vous pensez,
Euh, alors, là également, avec Google, on peut faire des recherches. Il faut changer les paramètres de votre navigateur pour regarder les résultats que vous obtiendriez en faisant la même recherche avec Google en Espagne, situé en Espagne. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change beaucoup parce que vous utilisez votre navigateur tel qu'il est actuellement, vous allez donc utiliser google.fr et il ne va pas vous donner des résultats très pertinents. Donc, il suffit d'aller en bas à droite, dans les paramètres de Google, vous changez donc vos paramètres par rapport à la localisation et, ben vous allez sélectionner dans cet exemple Espagne, enregistrer et ensuite, toujours dans la fenêtre de Google, vous allez dans google.es. Donc c'est le Google, le navigateur espagnol, et vous sélectionnez également la langue espagnole. Et ensuite, donc en tapant Máquina d'Express, vous allez avoir des résultats pertinents. C'est les résultats qu'un espagnol aurait en Espagne, et ce qui fait que vous y gagnez en pertinence et vous allez déterminer qui sont les acteurs, les marques, les noms, les concurrents qui sortent en premier sur ce mot-clé. Ça, c'est quelque chose de très simple, encore une fois, totalement gratuit. Il y a évidemment d'autres outils payants et très précis. Mais moi, bon, c'est pas mon rôle de vous les citer ici parce que fait pas de, voilà, c'est pas mon but de leur faire de la publicité. Avec Google, donc faire des recherches comme ça vous permet d'avoir des informations pertinentes de manière simple et gratuite. Une autre chose, donc pour regarder les concurrents sur des mots-clés, des produits concernés et sur les pays qui vous intéressent, on peut utiliser eBay. eBay, là aussi, c'est gratuit pour tout le monde. Pourquoi eBay? Parce que les mêmes mots-clés, les mêmes produits, donc on a toujours l'exemple de la crêpière, il suffit de sélectionner dans la Advanced Search de eBay, dans la recherche avancée, vous sélectionnez le lieu, vous sélectionnez le pays qui vous intéresse, et vous allez donc chercher combien de vendeurs, mais pas seulement ça, aussi combien d'enchères il y a eu. Et ça peut vous donner une information additionnelle sur le potentiel du marché pour vos crêpières en Espagne. S'il n'y a pas beaucoup d'enchères ou rien du tout, ça peut être un élément à tenir en compte sur l'ouverture de l'Espagne pour votre produit, donc des crêpières. D'accord. Voilà. Alors, dernière chose dans cette première étape, c'est le break-even. Alors, break-even, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les calculs et les formules. Vous en avez sur Internet, vous cherchez, vous allez trouver. Il y a un simulateur très pratique, aussi gratuit, qui est mis en ligne. Vous avez le lien dans cette page et qui est un outil simulateur de la Harvard Business Review. Vous rentrez vos paramètres, vos données, et donc il va vous calculer votre break-even en termes d'utilisateurs, en termes de visiteurs et en termes de transformation. En fait, ce qui est intéressant et important pour vous, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de estimer le nombre de conversions et des visiteurs qu'il vous faut pour votre projet d'internationalisation. C'est-à-dire, vous avez un budget, vous avez un projet digital pour internationaliser votre site Internet, votre activité via Internet. Donc, ce budget, avec ce budget, vous allez calculer combien de conversions et combien de visiteurs vous avez besoin. Et pourquoi ça? Eh ben parce que
Si ce nombre est inférieur à ce que c'est le trafic estimé, eh ben, vous avez 2 options. Donc ça, vous laissez tomber. Ah bah, c'est peut-être trop tôt, effectivement, ça coûte trop cher pour un trafic estimé qui ne va pas être suffisant pour avoir ce nombre de visiteurs et ce nombre de conversions. C'est peut-être pas la peine, c'est trop tôt. Donc arrêter et attendre, bah, c'est aussi logique. Et dans ce cas, ce qu'il faudrait faire probablement, c'est quand même de sécuriser votre internationalisation dans un deuxième temps. Et on peut sécuriser cela comment? Eh ben, c'est simple, il faut peut-être anticiper l'achat des noms de domaines. Des choses comme ça ne requiert pas un gros budget, mais ça vous permet d'ici peut-être 1 ou 2 années d'avoir déjà les domaines qu'il vous faut pour vous internationaliser. Mais pour le reste, peut-être c'est mieux d'attendre. La deuxième option, c'est de redimensionner votre projet, d'en réduire le coût fixe, d'en réduire effectivement l'investissement. Donc c'est à vous de voir. Autrement, si le trafic estimé sur ce pays est supérieur à ce que c'est le nombre estimé de visiteurs et de commerçants, eh ben, on y va. On y va. Et donc on peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape, là maintenant, alors, vous avez donc, des idées un petit peu plus claires sur les pays et les langues qui sont importantes pour votre développement à l'international. Et vous avez aussi une idée plus claire sur votre budget. Maintenant, il faut décider de comment on va cibler, comment on va structurer l'activité pour bien cibler soit les pays, soit une langue. En fait, dans le digital, c'est ça. Il y a plusieurs typologies, il y a 3 types en fait. Il y a 3 types de sites internationaux. Il y a un premier, c'est un site qui est multi-pays. Donc une entreprise, effectivement, elle va pouvoir avoir un site dédié pour la France, un autre site dédié pour l'Allemagne, un troisième site dédié à la Russie, etc. etc. Chaque fois, c'est un site différent. Le deuxième type de site, c'est le site multilingue. C'est-à-dire l'entreprise française a un seul site, mais qui est traduit en italien, est traduit en allemand, est traduit en russe. Donc ça, par contre, c'est le même nom de domaine, c'est un seul site. Et troisième type, c'est la combinaison des deux. Avoir plusieurs sites sur plusieurs pays et traduit en plusieurs langues. Donc, notamment une entreprise française qui a un site en France qui est traduit donc en français et en anglais. Elle va avoir un site en Suisse ensuite qui est traduit, lui, en français, en allemand et en italien. Mais c'est la même entreprise avec donc 2 sites multilingues. Donc le choix entre ces 3 types de sites est important parce qu'il va déterminer la structure des domaines de votre site internet internationalisé. Ce qui est important dans cette étape, c'est quand même de vous assurer que quand même le site duquel vous partez, le site d'origine, si on peut l'appeler comme ça, il est parfait ou presque parfait, parce que c'est lui qui va être la source du développement des autres sites. Il est la source de votre développement digital, de votre internationalisation digitale. Et donc, si vous avez un problème technique, eh ben, automatiquement, ce problème technique il va être démultiplié à chaque fois que vous développez donc un nouveau site ou une nouvelle version multilingue. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce site source soit as perfect as possible.
Donc, alors, le ciblage, pour déterminer alors, quel type de site, il faut répondre à la question, est-ce que je vais cibler plutôt un pays ou une langue? Alors, la réponse, ça vient de la question, est-ce que les aspects liés à la localisation, c'est important? Si oui, alors il va falloir que vous ciblez par pays. Et le ciblage par pays, en fait, on peut l'avoir par sous-dossier ou par ce qu'on appelle les CCTLD, c'est les Country Code Top Level Domain. C'est les domaines de premier niveau par pays. Si au contraire, les facteurs liés au site ne sont pas essentiels, eh ben, vous pouvez faire du ciblage par langue. Et à ce moment, on peut utiliser des sous-dossiers à nouveau ou les sous-domaines. Donc on va voir vite ce que c'est avec quelques exemples. Donc dans le cas d'un site CCTLD, vous voyez, vous avez votre nom, un .fr, ça peut être un .es pour l'Espagne, ça peut être un .de pour l'Allemagne, etc. Avec des sous-dossiers, par contre, vous avez les mêmes noms des domaines, qui est un domaine générique, on l'appelle GTLD, générique. Donc ça peut être, par exemple, site votre nom.com et après /fr. Et ça, c'est un sous-dossier du même domaine. Et donc la troisième possibilité, c'est de faire des sous-domaines. Donc la différence par rapport à la langue, vous l'avez au début de votre URL et vous utilisez la deuxième partie qui provient toujours du TLD générique. Quelques exemples, ici, en fait, vous voyez, hein, dans le e-commerce, c'est très typique d'avoir des sites qui ciblent par pays parce que le contenu est vraiment a besoin d'être localisé. Il y a des produits qui sont spécifiques au pays, il y a des prix, des devises, des conditions de livraison, etc., qui sont vraiment spécifiques à chaque pays. Donc là, c'est le cas, l'exemple typique, c'est Amazon, ou même McDonald's. Un exemple de ciblage par pays avec des sous-dossiers. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on a l'exemple des zara.com /fr, /it, etc. Et c'est la même chose pour H&M, Novotel. Dans les startups, donc on a des exemples aussi, et c'est très utilisé, c'est un ciblage qui est très utilisé. J'ai voulu mentionner l'exemple de Divin parce que, alors là, dans l'URL, il faut savoir que pour le référencement naturel, c'est assez important, c'est assez fort d'avoir des mots-clés dans l'adresse, dans le nom de domaine. Donc en français, le nom Divin, c'est très, très pertinent, très percutant, mais dans l'internationalisation, c'est compliqué parce que Ten Wines, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, dans l'internationalisation, même le nom de votre marque devient essentiel et c'est une question qu'il faut se poser très en amont parce que dans votre internationalisation, ça peut perturber justement cette stratégie de structuration de vos domaines. D'autres exemples, non, avant de passer à d'autres exemples, donc pour faire le résumé du ciblage par pays, la première chose qui est la plus importante pour Google, c'est donc les country codes TLD. Donc partir sur des URL, des domaines avec un .es, donc dédié au pays, c'est le signal le plus fort pour le référencement naturel à l'international. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est tous les paramétrages dans la Search Console de Google. L'adresse IP également, c'est important. Et ensuite, il y a d'autres informations que Google va chercher sur votre site Internet. C'est les informations liées à votre adresse, à la langue, le téléphone, etc. Donc ça, c'est les outils, les éléments à considérer, à tenir compte quand vous faites du
ciblage par pays. Ciblage par langue. Maintenant, c'est alors, vous avez d'autres exemples. Le ciblage par langue, on peut le faire par sous-dossier et on peut le faire aussi par sous-domaine. Vous avez donc quelques exemples sur la structure des domaines. Et là, donc, le ciblage par langue, les paramètres les plus importants, donc c'est la langue que vous avez dans le texte de votre contenu sur le site, sans utiliser des traductions automatiques et avec des paramétrages sur la Search Console en mettant en fait le pays qui vous intéresse dans votre ciblage. Si donc vous utilisez la langue pour faire du ciblage par pays, parce qu'en fait on peut combiner les deux, ou alors en paramétrant dans un listed, comme ça vous, en fait, vous laissez ouvert le ciblage par langue sans avoir donc des limites géographiques. Allez, un petit résumé sur les pros et contre de chaque donc, structure des domaines. Après la réflexion, donc ça prend un petit peu de temps, c'est à vous de réfléchir sur chaque élément pour choisir donc ce qu'il vous faut. Et une fois que donc, vous avez déterminé le ciblage, vous avez besoin aussi de bien affiner ce qui est l'identité de vos personas, comme vous l'avez fait pour votre pays. Et le niveau de concurrence sur le pays cible à l'export, en utilisant les outils que je vous avais indiqués tout à l'heure. Troisième étape, c'est le référencement naturel. Donc là, il y a énormément de paramètres. Il y en a effectivement beaucoup, il y en a plusieurs centaines. C'est un travail assez lourd en termes de temps et aussi en termes de budget. Par contre, ce qu'on peut faire dans un premier temps, surtout si on a un budget limité, c'est de se concentrer sur les paramètres du SEO, qui sont les paramètres qui vous donnent le plus de visibilité et plus de qualité sur les résultats. Et donc, c'est un petit peu aussi les paramètres les plus basiques et les plus simples à mettre en place. Donc là, vous en avez quelques-uns. Et on passe vite donc, à la quatrième étape qui concerne le développement de votre popularité sur Internet. Donc, que ce soit par rapport à avoir donc, une stratégie de communication qui soit différenciante par rapport à vos concurrents. Vous allez développer aussi de l'activité sur les médias sociaux, sur d'autres réseaux pour donc, augmenter votre visibilité et de manière régulière pour donner pas seulement une visibilité, mais que cette visibilité soit avec du contenu de qualité. Donc on revient en fait au bénéfice de donner de la crédibilité à votre activité sur ces nouveaux pays, à des nouveaux prospects que peut-être ils ne vous connaissent pas encore bien. Et donc la cinquième étape, c'est de analyser vos résultats et votre performance. Donc il faut bien s'assurer que tous les paramétrages dans la Google Search Console ont bien été faits. Même chose pour Google Analytics. Et s'arrêter à un certain moment pour calculer votre ROI. ROI qu'il faut comparer donc au break-even que vous aviez calculé au départ. Et donc, si cette comparaison est positive, eh ben, vous avez trois options pour aller plus loin. C'est d'investir plus sur les marchés que vous avez déjà développés, sur lesquels vous êtes rentré, ou alors investir pour aller ouvrir et vous développer sur de nouveaux marchés, ou alors équilibrer le budget pour essayer de faire les deux. Donc voilà un petit peu le résumé de cette démarche en 6 étapes. J'avais prévu de vous parler un petit peu des moteurs de recherche, mais je pense que
qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'était pour vous montrer un petit peu les différences dans les moteurs de recherche, que ce soit entre Google et compagnie. Hein. Google, au niveau global, c'est vraiment incontestablement, il y a le monopole, hein, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau régional, les différences sont assez éclatantes, que ce soit en Russie ou en Chine. Vous voyez, hein, Google, il n'est pas seul. En Chine, je dirais que compte rien du tout. Dans les pages qui suivent, vous avez en fait la comparaison de chaque signal pour le référencement naturel, le SEO, et le poids. Donc c'est le chiffre, vous voyez par exemple le poids du domaine, c'est très important, c'est un 3 pour Google, c'est un 3 pour Bing et Yahoo, c'est moins important pour Yandex et pour Baidu. Les mots-clés dans le nom du domaine, ça peut être pas très important, les mots-clés, etc. Donc c'est une liste, c'est une sélection de ce paramètre du référencement naturel comparé moteur de recherche par moteur de recherche. Et en fait, je vous ai fourni ça, pourquoi? Parce que la plupart des fois, notamment entre Google et Bing, évidemment, il n'y a pas beaucoup de différences. Yandex aussi, c'est assez similaire. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que si vous faites déjà un bon travail de référencement naturel à l'international avec Google, vous êtes déjà plutôt bien positionné pour faire autant avec Bing et, bon, allez, peut-être aussi avec Yandex. Baidu, c'est une autre histoire, effectivement. Donc, dans le concret, les actions, il y a quelques actions que je vous avais préparées dans les médias sociaux et le marketing, les inbound marketing. Je vous ai mis les dernières données du digital qui viennent de sortir il y a 2 jours, donc pour avoir un petit peu les taux d'utilisation dans chaque pays. Vous avez aussi un petit peu les statistiques des langues utilisées dans les médias sociaux. Alors, l'anglais, c'est à 50%, alors qu'il y a quelques années, c'était même à 70%. L'anglais, c'était presque la seule langue utilisée dans Internet. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans les médias sociaux aussi, on a cette tendance de l'utilisation des mobiles. Donc, le mobile devient incontournable. Et les statistiques sur les réseaux les plus utilisés au niveau global, en sachant que il faut quand même regarder au niveau local ou régional. Donc, il y a ici une liste des réseaux les plus utilisés, en sachant qu'il y a des grandes tendances. Par exemple, l'Amérique latine, c'est très mobile, c'est super mobile. Donc, WhatsApp, c'est une des applications sociales la plus utilisée. Les pays anglophones ben, sont concentrés sur les usual suspects, donc Facebook, Twitter, YouTube, etc. et compagnie. La Chine, la Russie, il faut savoir travailler avec la censure. Et en Europe, il y a toujours des phénomènes assez locaux, que ce soit avec Xing, 20 en Espagne, NK en Pologne, etc. Et donc, dans le concret, dans la stratégie, dans les médias sociaux à l'international, ce qui est important, c'est d'essayer de structurer sa stratégie et sur la base aussi du type de contenu que vous allez pouvoir créer. Donc, si votre secteur, hein, si vous êtes sur une activité B2B, peut-être, alors le contenu que vous allez créer, c'est plutôt de livres blancs ou de contenu textuel, bah, sûrement, ce n'est pas Instagram qu'il faut utiliser. Des outils sur les médias sociaux pour établir des calendriers, ça aussi, c'est parce que ce qui est utile, hein, c'est de publier et d'être actif de manière régulière. Donc, établir un calendrier, c'est important, et l'outil qui est pratique et gratuit, c'est dans Twitter. Twitter, dans la partie Analytics, il y a un onglet qui s'appelle événements.
vous l'avez là, dans cette page, vous cliquez sur le pays qui vous intéresse, et du coup, vous avez tous les marronniers qui sont affichés et localisés sur le pays cible qui vous intéresse. Donc ça, pour donc, créer, établir votre calendrier. Alors, le contenu et l'inbound marketing, c'est pourquoi l'inbound marketing, c'est parce que en fait, Internet permet d'avoir de l'information, de la data disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, un acheteur, un client, il n'a plus besoin de recevoir du contenu, il va le chercher. C'est lui qui le cherche et c'est lui qui décide. Donc, si en cherchant ce contenu, il ne trouve pas du contenu sur votre activité, sur votre produit, eh bien, il va trouver les contenus sur un produit de votre concurrent et que probablement il va acheter. Donc, le fait de ne pas avoir du contenu en ligne qui part de vous et qui fait la promotion de votre produit et qui n'est pas trouvé par un client, par un prospect, c'est des occasions, des opportunités de business que vous allez rater. Donc, c'est ça l'importance de l'inbound marketing. Et dans l'inbound marketing, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Hein. C'est évidemment les médias sociaux, les blogs, etc. Donc, on a un petit peu de temps. Je vais vous expliquer donc, dans les médias sociaux comment gérer Facebook un multilingue. Facebook, ça devient aussi intéressant pour des activités B2B. Et on y trouve des entreprises de plus en plus nombreuses. Et pour gérer des pages à l'international, en fait, il y a deux techniques. La première, c'est celle qu'a utilisée Coca-Cola, mais que n'importe quelle entreprise peut utiliser. Ça s'appelle le Global et Regional Specific. Donc, on crée une page par défaut. C'est la page que vous voyez ici qui a quelques centaines de millions de fans. Et cette page par défaut qui est gérée par l'administrateur, elle va créer des sous-pages par pays. Et les mêmes pages par pays, en fait, ils vont bénéficier de cette visibilité d'un même nombre de visiteurs et de fans. Et pourquoi on fait ça? Parce que finalement, même si on va sur la page du Brésil ou la page française de Coca-Cola, on va afficher toujours les centaines de milliers, des millions de fans de la page défaut. Deuxième technique, c'est les multiple locations. Donc là aussi, c'est un exemple de Starbucks. Il y a une page pays, c'est par exemple la page France, qui a ensuite créé des locations pour chaque magasin. Donc on clique sur un magasin, on aura donc les références et les informations du magasin, mais le contenu de la page magasin est géré et identique à la page du pays. Et je vais donc dans la dernière astuce pour Facebook, c'est la possibilité de poster, de publier des publications donc en multilangue. Il y a dans les paramètres généraux, il faut donc sélectionner la possibilité de publier en multilangue. Et ensuite, dès que vous publiez un nouveau post, vous pouvez sélectionner les langues dans lesquelles vous voulez le même contenu traduit. Donc là, c'est Facebook qui traduit automatiquement le texte que vous avez écrit. Vous pouvez éditer ces textes. Donc si vous voyez que la traduction n'est pas absolument correcte, eh bien, vous pouvez corriger le mot par mot et ensuite c'est publié. Et c'est publié donc chaque langue selon la langue sélectionnée par l'utilisateur de Facebook. Donc, il n'y a pas toutes les langues qui apparaissent dans la publication, il y a une seule, et c'est celle de la langue de Facebook paramétrée, sélectionnée par l'utilisateur. Donc voilà, un récapitulatif un petit peu avec les coûts et les budgets qui sont nécessaires sur les techniques de marketing qu'on peut utiliser à l'international, dans le digital. J'étais un petit peu rapide, je pense, dans la deuxième partie. Et évidemment, on va prendre des questions. Il y a Pierre qui
demandé pour les outils Google, est-ce que c'est applicable à des produits techniques? Oui, oui, les outils Google, ils sont utilisables pour n'importe quelle activité, que ce soit immatériel, physique, technique, alimentaire, grand public, etc. Il n'y a aucun souci, que ce soit la Search Console, c'est lié à votre site internet. Analytics aussi, c'est un code à rentrer dans votre site internet. Les Keyword Planner aussi. T'as Julie qui te demandait, a-t-on besoin de faire des rewrite rules lorsqu'un site est traduit en plusieurs langues? Alors, ça dépend. Honnêtement, il faut regarder un petit peu la technique et la structure de votre site internet. Je pense que vous parlez là des redirections. Et ça dépend. Honnêtement, ouais. Il faut regarder un petit peu dans les détails ce que vous avez dans votre site actuellement et quelle est la structure des domaines que vous avez développé, que vous avez mis en place ou sur laquelle vous êtes en train de réfléchir. Y a-t-il d'autres questions? Je n'arrive pas à voir les questions. Et sinon, donc, sinon le document, il y a des petites mises à jour en correction à faire. Autrement, il est à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'envoie directement par mail. Monica qui demande quel est l'outil pour calculer le break-even. Et vous avez le lien sur le document. Donc, c'est un lien sur l'Harvard Business Review. Et c'est un simulateur. Donc, il faut rentrer vos données et il vous calcule automatiquement votre break-even. Ben, c'est bon. Je vous remercie. Merci à vous tous et donc à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer un mail pour récupérer le document, le support. Bon week-end.